Apparemment, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Bienvenue sur Ciné Icecast, le podcast qui parle d'un œil libre sur le cinéma. Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour une nouvelle critique sur un film d'actualité. Alors sur celle-ci je vais prendre plus de temps, puisque le film dont je vais parler aujourd'hui va susciter en fait beaucoup de débats liés à sa thématique, liés à ses personnages et aussi à son histoire, son contexte. En fait, parler de ce film c'est un peu marcher sur des œufs. Donc en fait, je vais tenter de développer le plus possible une analyse, on va dire, pertinente, et aussi garder un certain avis objectif en fait. Après, ça m'empêchera pas de recevoir des chieurs qui vont m'envoyer des commentaires, mais je commence vraiment à m'habituer à ça, donc c'est pas véritablement le problème. Surtout si je défonce un film qu'ils ont aimé, c'est surtout ça le problème. Comme si tout le monde devait avoir le même avis et la même opinion. Donc bon, voilà, je m'écarte du sujet, on revient sur le film. Car aujourd'hui, nous parlons d'un film que j'attendais énormément. Nous allons parler du film Les Rayons et les Ombres, réalisé par Xavier Giannoli. Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. Les Rayons et les Ombres, donc c'est un film français qui est réalisé par Xavier Giannoli, qui est surtout connu pour avoir fait déjà Les Illusions perdues ou Illusions perdues, et la fameuse série aussi d'Argent et de Sang qui était sortie il y a quelques années, je sais plus, en 2023, série Canal+. Donc le film est sorti récemment, quand je tourne, c'est-à-dire il y a à peu près 2 jours, le 18 mars 2026. C'est quand même un film, il faut le dire, un film fleuve, un film long, il est très dense, il dure quand même 3h15. Je vois même certains qui affirment même sur les affiches que le film dure 3h19, donc on est vraiment presque à 3h20 de film, c'est énorme. Donc en effet, c'est très long. Un film que j'attendais énormément pour ma part, bon déjà par la participation de Jean Dujardin, voilà, qui ne cesse en fait de, comment je peux dire ça, de proposer des œuvres depuis quelques années aussi inattendues que étonnantes. Surtout après L'Homme qui rétrécit, et de toute façon vous commencez à savoir que quand il y a un film avec Jean Dujardin qui sort, je vais le voir obligatoirement étant fan du comédien. Le film est aussi porté par une jeune actrice qui s'appelle Nastia Golubeva, qui tient ici presque le rôle principal. Elle tient aussi le rôle le plus prestigieux et le plus intéressant, mais ça on reviendra après dessus. Alors attention, en termes de casting, on a d'autres personnes, on a August Diehl, j'espère que je le dis bien, enfin c'est plus de l'allemand, donc August Diehl, qui ne cesse de jouer un peu les rôles de salaud nazi, Il avait commencé avec les Inglourious Basterds, bon là aussi il joue un ambassadeur allemand, sauf qu'il a un rôle on va dire un peu plus complexe que les rôles qu'il avait déjà fait en tant que soldat nazi. Et d'autres comédiens que vous connaissez peut-être de visage, que ce soit Vincent Colombre ou encore André Marcon, voilà, peut-être que là je cite des blagues que vous connaissez pas trop, mais si je fais bien mon travail et que je mets les visages, vous allez peut-être reconnaître 2-3 visages comme ça. Et on a aussi Philippe Torreton qui joue, on va dire, il est pas énormément présent, mais il joue un rôle assez important dans l'intrigue. On va dire qu'il apparaît à un moment assez crucial de l'intrigue. Donc c'est un film, oui, que j'attendais par son sujet quand même, qui est quand même assez ambitieux, assez risqué, tout simplement éclipsé en fait. Parce que le film va traiter de la collaboration en plein Paris, et cet événement est lié à la figure controversée de Jean Lucer ou Lucer, je ne sais plus comment on dit, qui est interprété par Jean Dujardin, qui est un journaliste et patron de la presse française durant les années 30 à 40, qui va s'allier avec un certain Otto Abetz, qui est joué par August Diehl dans le film, qui sont en fait 2 amis qui ont voulu, en tout cas qui voulaient en fait une paix durable en Europe après les événements de la Grande Guerre. Cependant, on va comprendre qu'à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'événements vont s'envenimer, et nos 2 protagonistes vont alors avoir un rôle à jouer, chacun à leur manière, notamment à travers le début de la collaboration. Et tout ceci va être raconté par le point de vue de sa fille, donc Corinne Lucer, qui va devenir une espèce de grande star de cinéma durant cette période. Ainsi, nous allons suivre pendant 3h20 de film, une longue et, on va dire, déroutante descente aux enfers pour Jean Lucer, autant pour lui que pour sa fille. J'ai pas trop envie de vous dire sur ce film, car en fait j'aimerais vraiment que vous découvriez cette histoire avec le moins de détails possible en fait. Après ça reste de l'histoire, donc en fait vous avez juste à mettre un petit coup d'œil sur Wikipédia, donc vous connaissez déjà l'histoire, mais ça c'est pas très intéressant si vous voulez vraiment découvrir toute cette période, on va dire, ou en tout cas la destinée de ces personnages. Bon après, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, Pour moi, le film Les Rayons et les Ombres, c'est un film brillant. Brillant sur à peu près tous les points. Alors voilà, pour ceux qui veulent un avis rapide sur le film, parce que vous allez voir que je vais faire quand même assez long, disons simplement que c'est une œuvre longue, une œuvre épuisante, déroutante, sombre aussi, pas totalement, mais qui reste quand même assez sombre dans ses thématiques, mais terriblement importante et surtout très intéressante. Et la grande réussite du film, c'est réussir en fait de parler de la collaboration, donc quelque chose
qu'en fait on ne parle jamais. En tout cas dans le cinéma français, on n'a jamais parlé de ça par honte ou par peur. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'on a toujours éclipsé ces événements. Et en fait, le film arrive à le retranscrire sans jamais il ne tombe jamais dans la censure ni dans le manichéisme. C'est quand même assez rare de le signaler, et donc oui, c'est un pari risqué, mais c'est surtout un pari hautement réussi. J'ai rien à justifier. Rien. Maintenant, on va plus développer en profondeur. Voilà, ça c'était juste un avis rapide. Comme dit précédemment, le film est une descente aux enfers pour le personnage de Jean Lucer, tout simplement par le fait que cette relation entre lui et son ami allemand Otto Abetz, qui croient tous les deux en une forme de réconciliation franco-allemande, surtout après les événements de la Première Guerre mondiale, de mecs qui croient en cette idée d'optimisme, hein, parce que les mecs, ils ont quand même participé à des organisations dans les années 30 à cette idée de paix post-Grande Guerre. Et durant 3h15, on va suivre cette relation qui va se détériorer, cette amitié presque aveuglée par cette idée d'espoir, d'où le titre du film, qui est à la fois un hommage assez évident au fameux poème de Victor Hugo. D'ailleurs c'est cité dans le film, hein, on le voit, hein, le fameux poème, et tout simplement aussi par cette histoire qui est assez sombre. Les rayons de l'espoir, les rayons de la lumière dans cette idée de paix durable en Europe et dans le monde entier, hein. Et les ombres par le fait que cette idée va se transformer en une oppression par cette idée de collaboration. Bien évidemment, le film est très loin d'être timide sur ce sujet. Ici, la collaboration est montrée de la manière la plus cruelle et déroutante possible. Je spoil pas, mais il y a plusieurs scènes dans ce film qui sont... Alors, c'est vrai que ça va être bizarre ce que je vais dire, mais qui sont à vomir de dégoût, en fait, tout simplement, sur la manière dont la collaboration va s'implanter dans la mondanité et dans la société française. J'ai pas envie de spoiler, mais quand tu sais qu'à l'époque, donc 41, 42, etc., on avait énormément de mal à bouffer, il y avait un peu de la famine, hein. Et en fait, voir ces scènes, c'est vraiment presque, cauchemardesque et de dégoût et vraiment de haine et de hantise de voir ces scènes. Peut-être que je l'explique mal, mais quand vous allez voir le film et quand vous allez voir comment Xavier Giannoli réalise et met en scène ces images, il y a quelque chose d'assez froid dans le dos qui en ressort. Assez glacial qui en ressort. Ah oui, l'œuvre de Xavier Giannoli ne fait absolument pas de cadeau. En fait, le film te montre tout. C'est peut-être un des films les plus ambitieux et courageux que j'ai vu dans le cinéma français depuis très longtemps. Parce que, en effet, faire des films sur la résistance, il y en a eu une pelletée, et donc oui, il y a du monde. Par contre, quand il s'agit de faire des films sur la collaboration, là, comme par hasard, il y a plus grand monde. Et justement, en parlant de cette idée de collaboration, il faut quand même parler d'un sujet un peu sensible et qui a pu justement un peu faire parler durant sa sortie et avant sa sortie. Mais en fait, entre les quelques ignares croyant que le film est un plaidoyer pour excuser des personnes comme Jean Lucer, ou encore des médias papiers tels que Libération qui osent faire des critiques assassines en qualifiant le film d'uchronie fasciste. Et c'est quand je vous dis ça qu'on se demande vraiment si ces gens sont véritablement sains d'esprit pour écrire et croire à de telles conneries. Il se peut d'ailleurs que j'ai les mêmes dégénérés extrémistes sous les commentaires de la vidéo, hein. Alors pour les personnes écoutant cette vidéo et ayant un minimum d'ouverture d'esprit et de compréhension, non, le film n'est pas une uchronie fasciste ou un plaidoyer excusant des hommes détestables comme Jean Lucer. Oui, on le voit dans le film, Jean Lucer était un salaud de collabo, hein. C'était un homme détestable, pitoyable, un lâche comme il y en avait des tonnes durant cette période. Le film entier montre l'état d'esprit de Jean Lucer dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire que le mec croyait en cette espèce d'aveuglement. Il croyait en cette idée que Hitler était un homme de paix et qu'il allait se remettre de l'ordre en Europe. Le personnage de Jean Lucer était tellement aveuglé par cette complaisance que le journal qu'il tenait devenait à la fois un journal collabo et aussi antisémite, quitte à justifier, d'ailleurs on le voit dans le film, quitte à justifier les horreurs des camps de concentration. Donc oui, déjà le personnage de Jean Lucer est pas un homme très sain de base. Entre les liens qu'il avait avec le personnage d'Otto et le fait qu'il avait affaire avec des marchands qui étaient un peu des gangsters, on voit que c'était un homme qui déborde d'égocentrisme et qui avait cette volonté de faire absolument que du profit à tout prix, qui va justement le conduire à sa perte. Alors certes, avec le film, on équilibre les points de vue avec celui de Corinne Lucer, sa fille, qui va suivre d'une manière plus globale en fait ce déséquilibre de ce monde qui va basculer dans l'aveuglement et la collaboration, et tout le poids de la culpabilité va se retranscrire à travers aussi le personnage de Corinne Lucer par ce symbolisme de la maladie, de la tuberculose, extrêmement bien traité dans le film, et qui est bien évidemment héréditaire, et qui va s'imposer d'une manière assez frontale dans le récit, qui sont d'ailleurs les scènes les plus dégueulasses du film, hein. Comme je vous ai dit, attendez-vous à un film déroutant, mais pas
pas simplement lié à la collaboration. Il y a beaucoup de choses qui vont être quand même assez frontales et parfois un peu trop brutales, ce qui peut paraître quand même assez dérangeant. Et peut-être que c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu faire des films sur la collaboration. La peur, en fait, d'oser faire des films comme celui de Gialoni et qui se fasse volontairement insulter ou réprimander pour de mauvaises raisons. La faute est une époque qui ne sait plus analyser un film ou comprendre, on va dire, les intentions d'un artiste, seulement sous les prismes des idées politiques, et ça c'est très grave. Il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? Tout ça, c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir. J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Encore une fois, le film ne cherche jamais, et je dis bien jamais, à excuser ses protagonistes. Alors oui, on pourra dire que jouer sur le prisme de la fille de Lucer comme moyen de compréhension, comme une forme d'attachement, ou en tout cas une autre façon de s'attacher à des salauds, mais en fait, pas véritablement. Le personnage de Corinne est loin d'être innocente. Pourquoi ? Parce qu'elle va se conforter dans sa bulle, en fait, dans sa bulle un peu mondaine, que cette collaboration, elle est nécessaire, et elle est liée aussi à cet amour fusionnel qu'elle va avoir avec son père. Donc non, ces critiques n'ont aucun sens. Est-ce que c'est étonnant de voir des médias aussi extrêmes critiquer le film qui dénonce un peu ces médias dans un certain sens ? Parce qu'il faut pas oublier que le personnage de Jean Lucer, c'était quand même un homme de gauche qui a vrillé dans un extrême assez prononcé. Car là aussi, le portrait que fait le film sur les médias, c'est pas véritablement élogieux, c'est même assez pitoyable. Autant les médias que certaines personnalités, parce que quand vous voyez le personnage de quand vous voyez l'écrivain Céline, alors on savait que Céline était quand même quelqu'un d'extrêmement antisémite, mais ici on te le fait vraiment passer pour une énorme merde humaine. Donc oui, on te fait quand même passer des médias comme quelque chose d'assez pitoyable dans la corruption et dans l'aveuglement. Bien évidemment, c'est aussi un sujet assez complexe qui va justement amener à la question du qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation et dans ce contexte aussi tendu. Mais je pense que même après tout ce que je viens de dire, ça serait pas étonnant qu'il y ait quand même des connards d'extrémistes qui me disent dans les commentaires que je défends un film de fasciste, etc. Et donc je leur répondrai justement... Je t'emmerde. Toi, ta pipe et ta gueule de cul, tu m'entends ? Je te crache à la gueule. Pour moi, t'es de la merde. Et voir un film aussi controversé et dénonciateur dans une époque où le pouvoir et l'influence des médias prend une place considérable dans notre quotidien, ouais, ça fait froid dans le dos et ça fait flipper de voir un film aussi, on va dire, actuel malheureusement. Donc oui, j'ai beaucoup parlé du fond, mais au niveau de la forme, c'est quand même aussi assez fort. Alors oui, peut-être que le film de Gialoni va jouer un peu dans cette idée de classicisme, et loin du scolaire en fait. Un truc que j'avais justement reproché au film Nuremberg, dont j'avais fait une critique justement, qui lui aussi revenait dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, mais assez différent. Mais ce qui est fort avec ce film, c'est que la réalisation paraît assez fluide. Tout semble absolument pas comme dans un livre d'histoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur ce type de procédé. D'ailleurs, tu le vois à travers plusieurs références, étonnamment, j'ai vu plusieurs références cinématographiques, et d'ailleurs, des films assez récents, étonnamment. Par exemple, l'idée de faire quand même une œuvre assez dense, assez oppressante, qui peut rappeler dans un certain sens ce qu'a fait Christopher Nolan avec Oppenheimer en 2023. Alors oui, c'est le même contexte, mais c'est pas du tout dans le même pays. Je vois aussi étonnamment une certaine référence au récent film de Damien Chazelle, Babylone. C'est vrai que là aussi j'ai été assez étonné. En fait, dans cette façon de conjuguer à la fois le cinéma et son contexte historique de l'époque. Une scène de répétition de tournage avec Corinne Lucer qui rappelle dans un certain sens, en moins punchy, la fameuse répétition avec Margot Robbie qui tournait un peu à l'enfer en fait. Quand vous voyez cette scène, ça partait totalement en couille. Là, c'est vraiment beaucoup plus centré, beaucoup plus subtil. Mais il y a ce passage et en tout cas, il y a cette comparaison qu'on peut faire. On sent quand même une envie de partager un amour et un hommage assez cinéphilique de plein de films et même de l'époque en fait. Tu sais qu'on a envie de te raconter une histoire, mais plus une histoire coup de poing qui est implémentée, on va dire, dans cette envie de faire du cinéma, mais pas vraiment tape à l'œil, mais vraiment d'une manière assez subtile. D'ailleurs, autre détail qui a été sûrement repris de Oppenheimer, c'est cette idée de presque jamais contextualiser son récit à travers des dates. Un truc qu'on voit très souvent dans les films historiques, qui alourdissent souvent le récit et qui est un peu barbant, où en fait je trouve que surtout les récits deviennent trop scolaires en fait, au fur et à mesure où tu vois des dates, etc. Ils te précisent l'année, ils te précisent l'événement. C'est un truc qui est un peu du surlignage et c'est vraiment pas véritablement intéressant. Dans ce film, hormis son introduction, vraiment, Gialoni ne tombe jamais dans le travers du récit historique et scolaire. Ici, c'est la mise en scène qui te permet de contextualiser l'époque, c'est-à-dire que quand tu vas voir ou tu vas entendre que l'Allemagne est arrivée en France, tu vas comprendre qu'on est au début des années 40, que quand l'Allemagne perd à Stalingrad, tu sens qu'on est en 43, et une autre idée, par exemple, quand tu apprends que Hitler est mort, tu sais qu'on est en 45. Ce sont des petits détails qui te permettent de savoir et te positionner dans quel moment
fatidique et dans quel moment important on est. Ne rien expliquer, tout montrer, qui fait que la mise en scène apporte une dramaturgie et une puissance narrative vraiment forte à l'histoire de Jean et de Corinne Lucer. Bien sûr, il faut parler des comédiens, parce que là aussi, on a droit à du haut niveau. Alors oui, Jean Dujardin est incroyable dans le rôle, il tient un des rôles les plus complexes de sa carrière, c'est vraiment assez fort. Après L'homme qui rétrécit, on sent l'idée chez Dujardin d'expérimenter, mais aussi de proposer, on va dire, des rôles pas faciles, en tout cas qui poussent à un certain travail d'interprétation. Car entre jouer un collabo et jouer un homme qui, en fait, rétrécit inévitablement, je sens que vraiment Dujardin, depuis quand même plusieurs films, il aime expérimenter, et ça se confirme encore une fois avec ce rôle. C'est vrai qu'à l'époque d'OS 77, il combattait les nazis, et là, bon, je suis désolé de dire comme ça, mais c'est vrai que là, il bosse avec eux. Et d'ailleurs, cette idée de, bon, après, le personnage de Jean Lucer ne ressemble pas véritablement à un Dujardin, mais cette idée de prendre Dujardin qui a quand même un visage d'homme de la vieille France, dans un certain sens, oui, ça lui colle vraiment à la peau, ça lui colle à merveille. Pareil pour Auguste Diel, ou Diel, je sais plus comment on dit, qui était un acteur allemand qui est vraiment extrêmement pertinent et qui arrive à créer une forme d'évolution, on va dire ça comme ça dans le film, enfin plutôt une transformation assez maligne et ingénieuse en ambassadeur allemand. Le rôle est extrêmement précis et intéressant, on est loin d'un énième soldat nazi un peu tyrannique et pathétique. Grossièrement, on est très loin du rôle qu'il tenait dans Inglourious Basterds, on est véritablement plus sur une forme d'antagoniste caché. Mais bien évidemment, le rôle qui brille dans ce film, c'est bien celui de Corinne Lucer, qui est interprétée par Nastia Gubelova, jeune actrice qui a quand même 21 ans et qui est fille, je crois, du réalisateur Léos Carax. Et c'est vrai qu'elle est assez forte, cette nana, parce qu'elle subjugue tout le film par son charisme à l'écran. Vraiment, elle a une justesse assez folle. En fait, elle arrive à être aussi juste dans une forme de naïveté quand, on va dire, elle est liée à son ascension du cinéma durant cette période, tout autant que le poids de la culpabilité dans une deuxième partie où tu ressens cette idée de fin du monde pour elle et pour son père. Elle est incroyable dans le film, et tenir, on va dire, un rôle pareil à seulement 21 ans, c'est vrai que c'est très fort. Et si elle est pas nommée au César 2027 pour son rôle, c'est un peu du foutage de gueule d'ailleurs. En fait, c'est même pas ça, mais en fait, si le film n'est pas nommé dans les meilleurs films au César 2027, je trouve que c'est quand même du profond mépris, parce qu'il y a vraiment un travail assez titanesque, quoi. Alors on a aussi Philippe Torraton dans un espèce de petit rôle d'avocat, alors qui apparaît plutôt vers la fin du film, mais il a une forme de symbolisme à travers la plaidoirie qui va exprimer, qui va affirmer dans un certain sens en quoi Lucer ne peut être excusé et ne peut être pardonné. C'est une forme de plaidoirie assez moderne et assez actuelle. Je pense que à travers ce plaidoirie, Gialoni a vraiment voulu nous transmettre un message. Et vraiment, cette scène, elle est absolument formidable entre les plans de la mise en scène et le monologue de Torreton. C'est vraiment exceptionnel. De toute façon, c'est un film qui est constellé de moments extraordinaires, de tensions et de mise en scène absolument dingue. C'est vraiment un film époustouflant. Il a choisi de trahir. Je suis innocente, vous avez compris? Il a choisi l'or. Donc ouais, j'ai pas énormément de choses en mal à dire sur ce film, si ce n'est peut-être le rôle de la femme de Jean Lucer qui semble quand même assez anecdotique. T'as l'impression qu'il y a que la fille et le père dans cette famille, et du coup la mère, alors peut-être que c'était comme ça dans les faits, peut-être que c'est comme ça, ça existait comme ça, mais c'est vrai que t'as vraiment l'impression qu'il y a que le père et sa fille, et que la femme n'a servi à rien, elle était anecdotique, donc c'est un peu particulier quand même. Je sais pas, peut-être qu'il manque une forme de développement au personnage, malheureusement, qui est pas assez présente. Et peut-être que oui, l'autre problème du film, si on peut dire que c'est un problème, mais si vous n'êtes pas passionné par le film, par l'histoire, oui, le film va vous sembler très long. 3h20, c'est quand même assez long, surtout dans une salle de cinéma. Alors peut-être que le film aurait pu être écourté de, allez, on va dire 20 bonnes minutes, mais pour moi ça reste quand même un récit assez long, et en fait tu étais obligé de prendre plus de 3 heures pour raconter cette histoire, pour raconter cette évolution, pour raconter cette époque. On peut pas faire ce film en 1h50, c'est impossible, il y a beaucoup trop d'événements et de détails qu'on aurait laissé passer sous silence, c'est impossible. D'ailleurs, il y a un autre film où on peut aussi le reprocher sur cette idée de longueur et de densité, c'est le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui lui aussi quand même durait 3h26, dont j'ai fait une vidéo, d'ailleurs c'était une des premières vidéos de la chaîne si vous voulez la voir, sur cette idée de prendre du temps, où Scorsese va prendre énormément de temps pour développer les enjeux, quand même 3h26. Le film de Scorsese a énormément divisé, je pense que bien évidemment Les Rayons et les Ombres est un film qui ne va pas plaire à tout le monde, 3h20 sur la collaboration, il faut tenir. Et si vraiment vous êtes passionné par le sujet, je ne comprends pas comment vous pouvez passer à côté d'une œuvre aussi impressionnante et excellente. La compromission. À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça? À ma conscience. Donc en conclusion, Les Rayons et les Ombres s'imposent comme un coup de poing politique impressionnant. C'est une œuvre aussi dense
que longue et épuisante. C'est un film important, c'est un film à soutenir. Je suis même pas sûr que ce soit un film qui va bien fonctionner, qui va bien cartonner, parce que 3h20 d'un film comme ça, je suis pas sûr que ça plaise à énormément de monde. En tout cas, ça va être difficile de réussir vraiment à amener beaucoup de monde en salle, quoi. C'est peut-être même le premier grand film français de cette année 2026. Enfin, en tout cas, ça va être difficile de le détrôner, hein, moi je vous le dis. Alors oui, le film dure 3h15, mais véritablement, allez voir ce film. Vraiment, je vous en conjure, allez le voir, ce film mérite votre attention. C'est un film qui se fout pas de vos gueules, qui est vraiment impressionnant, qui est dantesque, qui est extrêmement bien réalisé, et qui est important de soutenir. C'est une œuvre ambitieuse, terrifiante, dans ce que l'on te montre, hein, bien évidemment, déroutant aussi par beaucoup de moments, mais nécessaire surtout à l'heure actuelle, qui montre que, bah oui, la France a vécu ses heures les plus sombres, que la France a perdu face à une idéologie extrême qui s'est implantée tentaculairement. Oui, la France de l'époque a été aveugle durant cette période, et c'est pour ça que ce film est impérial, est important, surtout dans ce contexte actuel, à analyser et à interpréter et à comprendre. Et bien évidemment, réussir à faire un film de 3h15 sur la collaboration d'une manière puissante et impressionnante, c'est vrai que c'est quand même très très fort pour moi, et bien évidemment c'est un grand oui, et je vous le conseille définitivement. Voilà ce que j'avais à dire sur Les Rayons et les Ombres. Alors, avez-vous vu ce film? Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dans la bienveillance, s'il vous plaît, un peu de respect. On vit quand même dans une période actuelle assez merdique. Donc voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir quand même des commentaires pas mauvais. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le même avis que moi, mais soyez quand même polis et respectueux, s'il vous plaît. Ça commence vraiment à me gaver d'avoir des casse-couilles ou des mecs qui n'ont rien à foutre. Ça commence vraiment à être chiant. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, ou suivre un peu plus de vidéos que j'ai faites, les petits likes aussi, etc. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Merci encore et au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.